Hello, my name is Katrina Scott. Bonjour, je m'appelle Katrina Scott. Je suis directrice académique au Centre de recherche et d'éducation sur la violence envers les femmes et les enfants à l'Université Western. Au nom du réseau d'apprentissage et du Centre de connaissances, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire « Soutenir les survivants et survivantes noires des traumatismes crâniens TC, lutter contre le racisme envers les personnes noires et élaborer des solutions intersectorielles tenant compte des traumatismes crâniens et dirigées par des survivants et survivantes. Je tiens à souligner que notre travail se situe sur les terres traditionnelles des nations Anishinaabe, Haudenosaunee, Lenawepok et Chewangton. Ces terres sont liées au traité du canton de London et du canton de Sombra de 1796, ainsi qu'au wampum de l'Alliance bol avec une cuillère. Nous faisons cette reconnaissance pour contrer la doctrine de la découverte et reconnaître les terres et la souveraineté autochtone. Nous reconnaissons également que de nombreuses personnes noires ont été violemment déplacées au Canada par le colonialisme et l'esclavage. Nous continuerons à travailler en collaboration avec les communautés pour lutter contre le colonialisme, le racisme envers les Noirs et d'autres formes d'oppression qui restent omniprésentes au Canada et qui entraînent des impacts disproportionnés de la violence fondée sur le genre au sein des communautés opprimées. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir la Dr Samira Omar et la Dr Gifty Assari. Dr Samira Omar a terminé ses études doctorales à l'Institut des sciences de la réadaptation de l'Université de Toronto. Elle est chercheuse au laboratoire de recherche sur les lésions cérébrales acquises. Ses recherches doctorales portent sur la façon dont le racisme institutionnel se manifeste dans la recherche et la pratique en réadaptation pour les survivants et survivantes noirs de traumatisme crânien et sur les considérations relatives aux investissements dans les soins antiracistes. Dr Gifty Assari est titulaire d'un doctorat en psychologie et en neurosciences de l'Université York. Elle est actuellement responsable de la recherche dans le cadre du projet Solutions intersectorielles, renforcer la capacité d'une collectivité à faire face à la pandémie parallèle que constituent les lésions cérébrales liées à la violence entre partenaires intimes par le biais d'une intervention de soutien dirigée par des survivants. Ce projet est financé par l'ASPC qui vise à élaborer un programme de réadaptation pour les survivants et survivantes de violences conjugales ayant subi un traumatisme crânien partout au Canada. Ce projet fait partie du centre de connaissances. Nous commencerons par la présentation de la Dr Omar, suivie de la présentation de la Dr Assari, avant de passer aux questions-réponses. Dr Omar, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Samira Omar. Aujourd'hui, je vais parler de la façon dont le racisme envers les Noirs façonne le cheminement clinique de réadaptation et quelles sont les implications pour les survivants et survivantes noirs de traumatisme crânien. Il s'agit d'une recherche menée dans le cadre de ma dissertation. Avant de commencer, je souhaite attirer votre attention sur ces deux icônes que vous voyez et que vous retrouverez dans certaines de mes diapositives. Comme je l'ai dit plus tôt, la recherche que je m'apprête à partager fait partie de ma dissertation dans le cadre de mon doctorat. Donc, une partie de cette recherche n'a pas été publiée. Afin de préserver ce matériel, je vous demande de bien vouloir ne pas gazouiller, faire circuler ou prendre des captures d'écran des diapositives qui contiennent ces icônes. Merci de ne pas publier cela. Voici les objectifs d'apprentissage d'aujourd'hui. Alors, je vais parler du racisme systémique et en quoi il a trait au cheminement clinique des patients et patientes noirs ayant subi un traumatisme crânien. Deuxième objectif, nous déterminerons comment les personnes noires ayant subi un traumatisme crânien accèdent à un cheminement clinique. Troisième objectif,
apprendre comment les concepts de sexe et de genre sont positionnés et appliqués dans la recherche en termes de résultats de soins et de trajectoires de réadaptation. Alors, je vais éteindre ma caméra pendant la présentation, mais je la rallumerai lors de la séance de questions-réponses. Alors, tout d'abord, j'aime démarrer mes présentations avec une anecdote qui explique comment je suis arrivée là où je suis. Mon parcours commence en études de premier cycle. Je faisais beaucoup de bénévoles à Baycrest. Je rendais visite à des patients qui avaient été diagnostiqués avec l'Alzheimer. Il s'agissait de visites hebdomadaires au cours desquelles on avait des conversations sur les mémoires, les souvenirs importants. On jouait également à des jeux de cartes, par exemple. On était là juste pour aider les patients à pratiquer des activités qui leur plaisaient. Et je devais faire un compte-rendu auprès du personnel. J'ai toujours aimé pouvoir justement aider, mais également identifier les barrières auxquelles ces personnes faisaient face. Mais ma vie a changé lorsque mon propre frère a eu un traumatisme cérébral. Et c'est là où j'ai connu ma première expérience en matière de réadaptation dans le système de soins de santé en Ontario. Puis, j'ai fait ma maîtrise à l'Université Western. Au cours de ce parcours, j'ai réfléchi au système de soins de santé ainsi qu'à l'expérience de mon frère. J'ai pensé à tous les obstacles rencontrés. À l'époque, je n'avais pas le langage pour articuler ce que mon frère connaissait, mais je savais qu'il y avait un écart à combler. J'ai donc décidé de faire mon doctorat à l'Institut des sciences de la réadaptation et d'obtenir la formation dans le laboratoire de recherche sur les lésions cérébrales acquises. Pour moi, poursuivre un doctorat dans les sciences de la réadaptation est une décision personnelle quand j'ai réalisé que la seule manière pour les personnes noires qui ont des lésions cérébrales et de pouvoir avoir une bonne vie serait pour eux d'avoir accès à tous les services de soins de santé. Les prestataires de soins de santé doivent comprendre que tous les patients ont besoin d'avoir accès à des soins. Et je voulais que les gens comprennent également ce que ça prenait pour les patients noirs ayant des lésions cérébrales de pouvoir mener une bonne vie. Je voulais me pencher notamment sur les patients noirs et qui connaissent d'autres intersectionnalités. Je vais comprendre leur expérience euh, en matière de réadaptation. C'est comme ça que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Il y a plus de 30 ans, une étude menée par Jenkins a examiné comment les réadaptations étaient offertes pour les personnes noires ayant des incapacités. La recherche a montré que ces individus étaient de loin très insatisfaits par les services. Plusieurs années plus tard, les personnes noires ayant un TC ont des besoins non comblés tout au long du continuum de soins. Ces disparités raciales découlent du racisme systémique, notamment le racisme institutionnel, qui va au-delà des actions individuelles et vise à se pencher sur les pratiques, politiques et procédures qui perpétuent les désavantages. Il existe donc des lacunes dans les soins cliniques et la recherche en matière de traumatisme crânien, c'est-à-dire le manque de considération pour la racialisation, le racisme et les intersections connexes. L'une des lacunes sur lesquelles nous sommes penchés est la suivante. Aucune étude ou revue n'a porté exclusivement sur le cheminement clinique des personnes noires atteintes de TC, traumatisme crânien, dans le but précis de lutter contre le racisme. Alors, pour combler cette lacune, nous avons mené une revue exploratoire pour comprendre l'étendue
des cheminements cliniques qui s'offrent aux personnes noires ayant un TC afin que l'on puisse apporter plus de connaissances sur ces populations. Voici la méthodologie adoptée pour la revue exploratoire. Cette méthodologie a été publiée en ligne avec un accès ouvert. Cette méthodologie montre des mots-clés tels que race, racisme, racialisation, leur définition et des références bibliographiques. Étant donné le temps imparti, je vais simplement mettre en lumière les aspects clés de la méthodologie, mais les documents sont déjà publiés en ligne si vous souhaitez en savoir plus. Donc, dans le cadre de la revue exploratoire, nous avons suivi une méthodologie rigoureuse qui comporte 5 étapes différentes qui commencent avec l'identification de la stratégie de recherche. Afin de bâtir notre stratégie de recherche, alors, il manque du contenu à cette diapositive. Alors, afin de bâtir la stratégie de recherche, on a utilisé une combinaison de termes de recherche tels que traumatisme crânien, soins intégrés et population noire. Cela nous a amené à 178 articles après avoir enlevé les doublons. Et 43 études incluent le critère d'inclusion dans le cadre de cette revue exploratoire. Quels ont été les résultats de notre revue exploratoire? Eh bien, parmi les 43 études dans le cadre de cette revue exploratoire sont basées aux États-Unis. Plus des 43 articles étaient de nature quantitative. La plupart des études incluaient des TC légers à des TC sévères. Les adultes représentaient la vaste majorité de l'échantillon des participants. Et dans plus de 70% des études, les participants blancs comptaient pour plus de 70% des échantillons. Seulement 3 études incluaient des personnes noires dans leurs échantillons. 60% des articles avaient des références directes sur la race ou l'ethnicité. 81% des titres des articles soulignaient explicitement les disparités raciales et ethniques entre les résultats liés au TC. Il y avait des dispositions médicales et différences de traitement. Quand on regardait l'objet de ces articles, alors pour les patients noirs avec un TC, il y avait des disparités raciales dans les soins, dépistage, accès, traitement à disposition. Cependant, aucune de ces études n'expliquait la source de ces disparités. Les 3 principaux milieux de soins se retrouvaient dans le cadre d'une réadaptation aiguë en milieu hospitalier, urgence et milieu communautaire. Quand on regarde le positionnement du racisme et du genre, 33% des études ont utilisé les termes race et ethnicité de façon interchangeable. 7 études ont regroupé méthodologiquement les personnes noires dans la catégorie des minorités. Et la race est utilisée comme variable indépendante dans 80% des études. Pourquoi est-ce que cela est important? Eh bien, on va en parler dans un instant. Quand on regarde la considération des intersections de la race, du sexe et du genre, on constate que plus de 40% des études ont mal utilisé le terme « genre » pour désigner les différences sexuelles dichotomiques comme les hommes et les femmes. La plupart des études n'ont pas fait état des données sur la base de genre de la race. 10 études ont donné une analyse sur l'intersection de la race, du sexe et du genre, ce qui nous a montré comment les patients noirs ayant un TC se portaient. Par exemple,
une étude a rapporté que les femmes noires recevaient moins de procédures de traitement standard par rapport à leurs homologues blanches. On a également regardé les différentes narrations concernant les personnes noires dans le cadre de ces études. Certaines de ces narrations ou récits décrit les personnes noires comme étant des personnes célibataires, moins instruites, plus sujettes aux mécanismes violents de blessures, faisant partie d'une population à risque et qui ne sont pas productives. Lorsque les auteurs interprètent ces conclusions, certains auteurs de ces études utilisent les biais, préjugés et déprivations socio-économiques qui sont des composantes du racisme, mais ne nomment pas le problème comme étant le racisme. Le racisme demeure donc déconnecté, non comptabilisé et un problème sans nom. Dans le cadre de cette revue exploratoire, dans notre analyse, on a organisé nos conclusions en fonction des récits et on a identifié 4 fois dans la manière le racisme anti-noir façonne les cheminements cliniques des personnes noires ayant un TC, dont accès au cheminement clinique, mécanismes de blessure et autres facteurs qui contribuent au cheminement clinique aux personnes noires, comment ça façonne les résultats dans le cheminement clinique et les répercussions professionnelles à long terme du racisme envers les Noirs dans le cheminement clinique. Étant donné le temps imparti, je vais juste me concentrer sur l'accès au cheminement clinique. À partir de ces études, on a vu que le racisme anti-noir impacte l'accès du cheminement clinique pour les personnes noires ayant un TC. Les personnes noires ne recevaient pas le même type de traitement par rapport à leurs homologues blancs, et même ceux en tenant compte de différentes variables. Lorsque les patients noirs ont accès au traitement, ils sont plus prompts à ne pas recevoir des traitements intensifs malgré une couverture d'assurance. Et ce, peu importe l'âge, le sexe, l'assurance, les mécanismes de blessure et sévérité de blessure. Les patients noirs étaient plus prompts à être renvoyés chez eux après traitement par rapport à leurs homologues blancs. Quels sont les principaux points à retenir? Eh bien, il s'agit de la première revue exploratoire qui applique une perspective critique et qui se concentre sur le parcours de cheminement clinique pour les personnes noires avec ATC. Cette revue exploratoire met en évidence les différentes façons dont les personnes noires vivent cette expérience et ce sans nommer le problème du racisme. Quand on utilise la race comme un facteur de contrôle indépendant ou variable indépendante, cela peut avoir plusieurs répercussions parce que la race va nous amener à ce que le racisme façonne l'accès, le traitement, l'expérience, résultats et opportunités sur le long terme. Il y a des structures qui dictent l'accès aux soins et à quoi ressemblent les opportunités et qui peuvent reproduire des impacts qui peuvent être détrimentaux si on se concentre sur la race. Mais ces données peuvent aider à mesurer le niveau de racisme, tel que racisme perçu, préjugés inconscients, discrimination, au lieu de renforcer les disparités raciales. Une étape importante est de soulever la question suivante. Avoir des données basées sur la race, quel est l'objectif? Mais pour toute personne qui travaille avec personnes noires ayant un TC, eh bien, il faut être critique du type de connaissances que nous
Lisons et apprenons. Il est également important d'utiliser les données désagrégées afin d'avoir des politiques plus efficaces. Parce que lorsqu'on utilise des données désagrégées, on peut perdre des données et masque la véritable expérience des personnes noires. Comment connaître les résultats, comment savoir comment le racisme anti-noir façonne l'accès aux soins de santé. Il est également important, en tant que chercheur, quand on nomme nos études et qu'on crée des titres, il faut faire attention parce que le langage est politique et peut façonner les perspectives et les récits. Mener cette revue exploratoire nous a amené à connaître les différentes lacunes qui existent dans la littérature. Mais en ne nommant pas le racisme, on n'a pas de recherche portant exclusivement sur les personnes noires ayant survécu de la violence. Donc, on n'a pas assez de données sur le cheminement clinique de ces patients, notamment dans le contexte canadien. La recherche qualitative, il manque des choses, à savoir l'inclusion des personnes noires avec TC. Et ceux qui sont inclus, eh bien, il n'y a pas assez d'interprétation pour savoir comment les facteurs socio-historiques, structurels et institutionnels perpétuent la marginalisation. Ces études racontent un récit collectif des expériences vécues par les personnes ayant un TC en faisant fi du racisme envers les personnes noires et comment cela peut influencer les expériences des personnes. Alors, pour combler cet écart dans le contexte canadien, on a créé une étude, amplifier les voix des personnes noires dans le cadre de la réadaptation des personnes ayant un TC. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails concernant les conclusions, mais cependant, je vous encourage à garder un œil sur les publications qui s'en viennent. Et au cours de ces publications, je présenterai plus en détail les résultats. Et ces publications présenteront également des recommandations. Et dans le cadre de cette étude qualitative, on cherche à recruter 3 catégories de participants qui s'auto-identifient comme noirs, sont des adultes consentants et qui parlent anglais. On a mené cette campagne de recrutement de participants en pleine pandémie. L'une des catégories de participants était survivants et survivantes de TC, personnes qui ont reçu ou qui sont en train de recevoir des services de réadaptation tels que physiothérapie, ergothérapie ou travail social au Canada. Et ces personnes sont identifiées comme ayant un TC ou ayant reçu un diagnostic avec un TC qui a été confirmé avec un outil d'identification développé par la Ohio State University. Autre catégorie de participants, proches aidants, qui fait partie de la famille, c'est-à-dire un membre de la famille ou amis non payés pour apporter du soutien dans les activités quotidiennes et qui vit avec quelqu'un qui est noir ou qui connaît ou vit avec un TC au Canada. On a également recruté des défenseurs d'intérêts qui sont dans les communautés, leaders spirituels ou autres personnes qui travaillent avec les communautés noires. Autre catégorie de participants, prestataires de soins de réadaptation, par exemple, infirmiers, infirmières, ergothérapeutes, orthophonistes et tout autre prestataire de soins de santé dans le continuum de soins. Et ce, dans tout contexte, communauté, pour patients hospitalisés ou pour patients de jour. Tous ces individus doivent avoir de l'expérience avec les personnes ayant un TC. Enfin, quelques conclusions, une fois de plus.
Je ne rentrerai pas trop dans les détails concernant les conclusions, mais je voulais partager la chose suivante. Ce qui est ressorti en utilisant l'expérience de ces participants était la chose suivante. Le racisme institutionnel se retrouve dans les pratiques de réadaptation et l'expérience des participants nous dit comment cela les impacte, mais également comment le système fonctionne, comment les pratiques façonnent les résultats et comment toutes ces personnes naviguent dans tout cela. On a utilisé la théorie critique de Raz dans toutes les études menées, dont la revue exploratoire que j'ai évoquée tantôt. Alors, je vous encourage à garder un œil sur les publications qui s'en viennent, ainsi que les présentations qui s'en viennent. Ces présentations et publications montreront en détail les résultats et conclusions de ces études. On a montré comment le racisme institutionnel se retrouve dans différents contextes de pratique, mais on s'est également penché sur les différentes expériences connues par ces patients pour savoir à quoi pourrait ressembler le soin antiraciste et connaître les investissements à faire justement pour promouvoir l'avenir des personnes noires. Certains d'entre vous le savent peut-être, mais présentement, nous sommes en pleine décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Alors, j'aimerais, dans ce contexte, partager les considérations éthiques que j'ai prises en compte dans le cadre de ce travail. Recruter et parler aux participants qui sont noirs et qui ont un TC. Et ce faisant, je veux attirer votre attention sur la publication de ce rapport parce que c'était tout à fait important pour moi dans l'optique des entrevues, d'avoir les rendez-vous pour les entrevues. Pendant cette période, chaque participante a été appelée et j'ai permis à cette personne de partager toute question, toute réflexion avant de mettre à l'horaire une entrevue et de me donner le consentement. Je voulais veiller à ce que le consentement de cette personne soit éclairé et qu'elle connaisse tous les éléments qui pouvaient faire partie du projet de recherche et comment les informations allaient être utilisées plus précisément. Certaines de ces participantes, particulièrement les survivantes et les préposées aux soins, étaient hésitantes parce qu'elles se posaient la question pourquoi quelqu'un à l'université pose des questions sur l'expérience des Noirs dans les lésions et la réadaptation. Et d'autres voulaient savoir comment j'ai commencé cette recherche et pourquoi je posais les questions. Au bout du compte, elles voulaient savoir comment on allait utiliser les données, quel type de récit allait être relaté à leur propos et comment elles allaient être identifiées dans ce processus. La réponse à ces questions était très importante parce que pour plusieurs d'entre elles, c'était la première fois qu'elles étaient exposées à la recherche et la participation, mais aussi c'était important pour elles de prendre une décision éclairée quant à leur participation ou non. Et donc, il était vital que j'utilise ma personnalité, mes antécédents pour rassurer les femmes, pour leur permettre de voir comment l'information allait être utilisée à l'écrit pour informer les recherches. Mais j'ai commencé à comprendre que j'avais une perspective de quelqu'un de l'intérieur, mais que j'étais aussi une personne de l'extérieur qui faisait ses recherches et qui prenait des décisions. Donc, ce que ma superviseure et le comité ont fait pour m'aider, c'est de travailler à travers ces considérations éthiques et déontologiques et de ce que ça voulait dire, les citations que j'allais recueillir, comment j'allais les utiliser et comment ces personnes donc m'ont débriefé après l'utilisation et quelle méthodologie d'analyse j'allais utiliser pour
va en venir à des conclusions. Et donc, pour résumer, l'ensemble des études qui ont été complétées dans le cadre de cette recherche et sur le racisme institutionnel et sur la recherche en TC, ce n'est pas seulement opportun et nouveau, mais ça donc comble une lacune signifiante en matière de recherche. Et c'est pour la première fois que nous avons une bonne compréhension de la réadaptation en matière de TC et de personnes noires. Et là, on peut commencer à penser de manière plus critique quant aux mesures à prendre, aux programmes, aux services et aux interventions qui peuvent aider à traiter les préoccupations les plus brûlantes quant à la participation signifiante et une vie de qualité. Alors, en menant ces études, nous espérons que les chercheuses futures pourront mieux comprendre ce que on peut faire pour aider les personnes noires souffrant de TC pour participer plus activement et plus équitablement à la vie de tous les jours. Je veux reconnaître les bourses et les prix que j'ai reçus pour mener cette recherche, ainsi que mon comité doctoral, mes superviseurs, mentors et les nombreuses femmes noires qui m'ont appuyé chemin faisant, mes participantes et toutes les personnes qui ont contribué d'une façon ou d'une autre dans l'enseignement et qui m'ont aidé à apprendre et à croître. Je voudrais aussi remercier Diane, Katrina de leur aimable invitation à faire ce webinaire avec tout le monde aujourd'hui et aussi pour en savoir davantage sur ce que tout le monde dans l'auditoire pense de nos conclusions et les prochaines étapes. Et j'ai bien hâte aussi d'entendre la docteure Gifty Azari et je lui cède le micro. Merci. Merci. Merci, Dr. Samira Omar. Quelle présentation formidable. Je vois que dans le chat, on fait écho à ce sentiment. Il y avait de nombreuses réflexions sur les personnes souffrant de TC et le racisme institutionnel. Bonjour, donc tout le monde, je m'appelle Gifty Azaré et je vais parler de solutions, donc quant au TC lié à l'AVC, solutions intersectorielles tenant compte des traumatismes, dirigées par les survivantes et nos conclusions provenant de la littérature et de l'extérieur de la littérature pour l'aide des survivantes qui ont vécu l'AVC ou des traumatismes cérébraux. J'espère qu'à la fin de cette présentation, on pourra acquérir des connaissances sur le rôle de certains professionnels de réadaptation et fournisseurs de soutien par les pairs dans l'aide aux survivantes de l'AVC, ainsi que une amélioration de la compétence culturelle et la sensibilisation à la diversité et à l'inclusion lorsqu'on travaille avec des survivantes touchées par un traumatisme crânien lié à l'AVC. Pour commencer, je sais que plusieurs d'entre vous sont au courant de ce que c'est le traumatisme cérébral et la violence conjugale. Et je vais vous donner ici une idée des définitions que nous avons utilisées pour cette recherche analytique. Nous avons donc considéré la violence conjugale comme une forme de violence faite aux femmes par un partenaire intime et non pas simplement une violence fondée sur le sexe. Et le traumatisme cérébral ou crânien, c'est une lésion cérébrale acquise après la naissance par la forme physique, par exemple un coup à la tête ou l'asphyxie. Et ça peut être
d'un événement médical, par exemple, aussi un AVC ou bon, un abus de drogue. Ça ne veut pas dire que l'abus de drogue n'est pas traumatique et ne peut pas se produire dans un cas de TC ou de VC. Il s'agit simplement de termes spécifiques que nous voulions utiliser dans, dans cette recherche pour fonder cette recherche sur l'AVC et les traumatismes crâniens et leurs liens. Bon, pourquoi est-ce que cette intersection entre l'AVC et DTC est-elle importante? Je crois qu'en tant que société, qu'en tant que mm, mm, citoyen, il y a un historique de long terme qui ne met pas autant de valeur sur ce qu'on ne voit pas. Dans la sphère de la santé, par exemple, les lésions cérébrales sont justement tombent sous cette définition. En fait, les lésions cérébrales, en fait, les éléments du cerveau ne sont qu'un genre de gelée suspendue dans du fluide à l'intérieur du crâne et ça peut être déplacé simplement par un mouvement de doigt. Et en fait, il y a une enveloppe très mince qui contient le cerveau à l'intérieur du crâne. À la naissance, le cerveau est évidemment beaucoup plus petit, mais se développe et le développement se termine à peu près à l'âge de 25 ans. Le cerveau adulte est tout aussi fragile, donc le crâne et la membrane qui contient le cerveau, donc se développe et se renforcer, mais pas beaucoup. Donc, il est crucial de bien comprendre cela. C'est également le seul organe qu'on ne peut transplanter en ce moment, mais la science-fiction y travaille fort, donc je pense que c'est fascinant comme structure. Mais je vous dis tout cela pour souligner l'importance des traumatismes cérébraux, des traumatismes crâniens, particulièrement dans le contexte de l'AVC. Moi, j'ai eu un traumatisme cérébral dans le contexte du sport et la guérison est bien différente. Les survivantes de VC pourraient même être incapables de demander des soins, ne pas savoir qu'elles ont subi une lésion cérébrale et et les fournisseurs de soins peuvent confondre les symptômes d'une lésion cérébrale avec la détresse émotionnelle et psychologique engendrée par la violence elle-même. Alors, c'est dans une sphère intime et donc les survivantes doivent en grande partie intervenir elles-mêmes pour obtenir des soins appropriés. Et parfois, aucune attention médicale n'est demandée et lorsqu'elle est demandée, ça peut être trop tard pour éviter des retombées importantes sur la santé. Parce que souvent, les fournisseurs de soins médicaux s'occupent des manifestations physiques de violence et parce que aussi les situations sociales peuvent avoir une plus grande importance aux yeux des fournisseurs et les ramifications juridiques également. Donc, non seulement l'AVC alimente le TC, mais le TC alimente l'AVC. Donc, il est important de souligner cela et d'être conscient du fait qu'il y a une criminalisation possible. Donc, le traumatisme cérébral peut donc jouer un rôle au tribunal de la famille. Bon, parce qu'on demande aux survivants de se rappeler encore et encore et encore des mêmes faits, par exemple. Et parfois, elles sont incapables de le faire ou de bien le faire. Donc, les procédures judiciaires peuvent également être affectées. En sachant cela, sachant que euh, le TC souvent est ignoré et donc peut être complètement occulté. Et quel est donc un résultat réussi pour une intervention correcte? Nous avons donc recherché des professionnels qui seraient uniquement placés pour reconnaître les traumatismes cérébraux et pour agir en conséquence. Donc,
Nous avons mené une étude donc analytique financée par le gouvernement du Canada, par la SPC, pour étudier donc la littérature, en faire donc une méta-étude aux fins donc d'une étude plus pratique par la suite auprès des survivantes de VC ayant subi des traumatismes cérébraux. Alors, on a étudié dans la littérature quelles sont les occasions, les possibilités au sujet de l'utilisation et quelle est l'information au sujet de l'utilisation actuelle des services de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie, de physiatrie et les possibilités offertes aux survivantes. Nous avons donc étudié 10 bases de données et la littérature grise, 31 articles évalués par les pairs. Il n'y a aucune restriction quant à la date ou la langue ou l'emplacement, mais les travaux devaient mettre en jeu une intervention, donc par un de ces 4 professionnels mentionnés, et il s'agissait avec des survivantes adultes, donc de survivantes de la violence conjugale, de travail du sexe et donc de violence fondée sur le genre. On a compris que d'autres professionnels pouvaient être inclus dans cette revue, les travailleurs sociaux, les infirmières, les intervenantes de toutes sortes. Il y en avait dans la littérature, mais nous, ce qu'on voulait vraiment étudier, c'est ces lacunes. On ne parle nulle part des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des physiatres et des orthophonistes. On voulait donc se tarder là-dessus. Par ailleurs, 38 des articles étudiés provenaient des États-Unis et je crois qu'on a déjà vu cela précédemment, qu'en général, il y a beaucoup d'études aux États-Unis. 3 études provenaient du Royaume-Uni et une du Canada, Espagne, Brésil. Et dans cette étude, on a conclu qu'on pouvait réunir les articles dans 3 grandes catégories. Ces articles discutaient ce qui a aidé les survivantes ou ce qui étaient les croyances quant à la réadaptation des survivantes et chez ces fournisseurs de services quant à la violence conjugale et le traumatisme cérébral et ce qu'on pouvait faire pour faire davantage. Principalement, il s'agissait d'écothérapeutes, ensuite des physiothérapeutes, des orthophonistes, des physiatres, donc principalement. Et à noter, nous avons conclu que ces personnes étaient uniquement placées pour aider en cas de traumatismes cérébraux. Essentiellement, ils utilisaient donc 6 sur 10 des 44 articles évalués ou rapportés, donc c'était un traumatisme cérébral. Donc c'était donc un historique qui avait été pris par le fournisseur où la survivante faisait état d'un traumatisme cérébral, mais aucun des articles faisait des recommandations quant au traumatisme cérébral chez ces personnes qui avaient donc vécu la violence conjugale. Par ailleurs, nous avons aussi étudié les considérations relatives aux personnes noires dans ces 44 articles. Et c'est après les faits, en fait. C'est que j'ai participé par la suite à la 67e commission américaine sur la condition féminine, où il y avait un panel d'experts qui a discuté de l'homicide dans la communauté des personnes noires et en ayant souligné un taux si incroyable de TC et de VC dans la communauté noire, j'aurais cru que ce serait reflété dans le travail et la littérature. Et seulement 7 des 44 articles incluaient de l'information démographique et 6 incluaient des femmes noires avec ces pourcentages que vous voyez. Mais aucun de ces articles ne faisait des recommandations regardant les femmes de couleur précisément. Mais
Dans l'ensemble, ce qu'on a trouvé dans cet examen, c'est qu'il y a un besoin reconnu de professionnels de la réadaptation pour soutenir les survivantes de violences conjugales en raison de ce qu'ils font, de leurs occupations et du fait qu'ils sont en contact avec ces femmes. Mais on a aussi vu que ces personnes sont mal préparées pour soutenir les survivantes qui ont besoin de plus de formation euh, pour confronter les préjugés, être mieux en mesure d'identifier et de soutenir les survivantes. C'est bon à savoir parce que aujourd'hui, les gens sont ici justement pour faire cela. Et l'intervention qui à l'intention des survivants de l'AVC semble être plus positivement reçue lorsqu'elles soutiennent les aptitudes de la vie quotidienne, l'activité de la vie quotidienne et l'engagement signifiant. Là-dessus, nous avons identifié des pratiques prometteuses pour ce domaine particulièrement. Et ce qu'on a souligné, c'est qu'il est nécessaire d'intégrer l'éducation en violence conjugale dans la formation en réadaptation de ces professionnels. Les professionnels en réadaptation ont fait rapport d'être mal préparés pour traiter la violence conjugale, n'ayant reçu aucune formation formelle. Et si on leur demande ils souhaitent plus d'informations, oui, ils voulaient plus d'informations, plus de formation et plus de renseignements sur le soutien des survivantes. Et ils voulaient aussi créer un réseau de ressources locales. Ça les intéressait, en faisant rapport du fait que plusieurs de ce travail étaient publiés aux États-Unis et mettaient en jeu une population américaine, mais pensons aux lois et aux États-Unis, à quel point ça varie d'un État à l'autre. Cela pourrait aussi être reflété dans certaines régions et provinces canadiennes, par exemple les régions rurales, les régions éloignées, en comparaison aux régions urbaines. Nous pouvons comprendre à quel point la création d'un réseau de ressources locales pourrait véritablement être utile pour appuyer donc le soutien aux survivantes. Par ailleurs, on voulait donc intégrer une souplesse pour aider les survivantes dans tous les programmes. Et cela provient d'une observation intéressante. Dans cette étude, lorsqu'on a examiné les interventions, il y avait à peu près 9 des travaux qui avaient été axés là-dessus et 13 outils d'évaluation avaient été utilisés dans ces 9 articles. Du point de vue académique, c'était un cauchemar pour notre comparaison. C'était difficile de comparer 13 outils d'évaluation dans 9 articles concernant les mesures et les utilisées, mais c'est aussi une force lorsqu'il s'agit d'aider les survivantes, parce que cela veut dire qu'il y a une grande souplesse dans ces outils d'évaluation, particulièrement pour les survivantes qui ont besoin de réadaptation ou de soins. Et donc, il faut intégrer une souplesse donc pour reconnaître les différentes régions, les différentes situations et les différents environnements pour les survivantes en matière de réadaptation, donc lorsqu'il y a de la violence conjugale et un traumatisme cérébral. Alors, certains des outils dont on a parlé plus d'une fois dans ce cas, c'était le modèle des occupations humaines, un modèle qui offre un cadre pour le développement de programmes. Je vais changer la diapo ici un instant. Il semble que j'ai perdu le contrôle de ma diapo. Alors, en fait, ce cadre est plus global par nature et donc plus pratique pour évaluer exactement comment les besoins d'une survivante peuvent être satisfaits. So I'm hoping I'm still on the same slide as En everyone. même temps, je regrette, là, je cherche ma diapo. Un instant, je crois que on a été un peu trop loin.
Je cherche la diapo correcte. All right, wonderful. Très bien. The other tool as well that we highlighted was the Canadian Occupation Performance L'autre Measure. outil This is a good measure était to donc la assess mesure progress canadienne du rendement performance, occupationnel, and this was qui peut être also une used bonne more than mesure pour once in évaluer les progrès et les interventions. résultats. Ça a été So utilisé plus d'une fois dans les professionals seem interventions. to kind of Les like it a professionnels lot tendent à se because tourner vers cet outil car it et à provides l'aimer, again a car more cela holistic offre view of a survivor and how they're doing un over point de vue time. plus However, global, it plus is worth noting d'ensemble that d'une these tools don't survivante have et de ses specific progrès sur le considerations temps. for Cependant, il n'y a pas TBI de or for considération diversity. précise So pour while it can le come through implicitly, it traumatisme is cérébral ou la diversité. Donc, so tandis que that's c'est definitely implicite, ce something n'est to pas make note of explicite and something that dans we ces hope outils. can be Il faut donc improved upon. noter cela et on peut certainement améliorer en fonction de ces remarques. So the other area for this project that we wanted to look L'autre at is not domaine only rehab professionals, but let's look at peer qu'on a support étudié, c'est and l'appui par how les this can pairs help in et TBI comment and PV, cela and then peut also looking aider at the role dans of le cas social de workers l'AVC as well. et TC. Et donc, on a aussi étudié le rôle des So the intervenantes objectives sociales et here des are what travailleuses are the sociales effects of en peer la support matière. on ICD? Alors, What les are the questions, effects c'est of it quels sont on les effets du soutien par TBI? les pairs And sur what la is known in the violence literature conjugale, du soutien par about les the pairs, role of sur les social work traumatismes in cérébraux. Qu'est-ce qui est connu dans la littérature sur le rôle du travail social dans le soutien aux survivantes de TC et de VC? Encore une fois, ici, comme dans l'analyse précédente, les termes utilisés étaient les mêmes. Et ce qu'on a conclu, c'est qu'on a donc, grâce à une analyse documentaire de 10 articles, quant à comment le soutien par les pairs peut aider. Lorsqu'on examine le soutien par les pairs sur la VC simple, seulement la VC, il y avait 4 donc, articles et qui ne considéraient pas seulement la violence conjugale, mais les blessures, la criminalité, les calamités, le suicide. Et certainement, ce soutien peut donner des résultats positifs, mais certains sont négatifs. Et dans certains cas, ce soutien n'a pas été jugé pour être plus ou moins efficace que la communication libre, que la capacité simplement d'avoir une conversation. Et ce n'est pas non plus seulement axé sur la violence conjugale, ces articles. Par ailleurs, j'ai noté dans ces articles que lorsqu'on parle de soutien par les pairs et de méthodologie pour cette analyse, il s'agissait de séances de soutien par les pairs de 90 minutes, une fois par semaine, facilitées par des intervenants. Et dans la communication libre, il s'agissait d'une séance une fois par semaine pendant 8 semaines, mais qui n'était pas facilitée par une intervenante infirmière. C'était donc soutien par les pairs sans facilitation par un professionnel de la réadaptation de la santé. Et donc, ça suggère que ce n'est pas nécessairement un appui par les pairs structuré, facilité par un professionnel qui va offrir des résultats positifs ou des bienfaits, mais simplement d'avoir quelqu'un, une paire qui a vécu la même chose que la personne en question. Ça peut être davantage bénéfique. Puis, on a étudié les effets du soutien par les pairs sur les TC. Il y avait 6 articles. Donc, les résultats étaient plus positifs, pas seulement pour les personnes qui avaient vécu un traumatisme cérébral, mais aussi pour les fournisseurs de soins. Donc, c'était bénéfique pour les fournisseurs de soins des personnes ayant ayant eu des traumatismes cérébraux. Donc, les soutiens par les pairs peuvent être utiles. Mais le négatif ici qu'il est important de reconnaître, c'est qu'il y a un plus grand risque de retraumatisation, de revictimisation. Donc, cette possibilité d'avoir à revivre le traumatisme en relatant l'expérience. Et ça, c'était noté seulement sur les effets du soutien par les pairs sur la violence conjugale et non pas sur les traumatismes cérébraux. Mais ce n'était pas, comme je l'ai dit, un contexte uniquement de violence conjugale, mais de criminalité, de suicide, de blessures, de calamités. Et donc, ces personnes ont vécu
et on note que ces personnes vivent la retraumatisation beaucoup plus souvent que celles qui avaient souffert de VC seulement. Ensuite, nous avons étudié les effets donc du soutien par les travailleuses sociales, les intervenantes. Dans ce cas, on a vu que ça jouait un rôle important dans la planification de l'aide, que des services de counseling, planification de la sécurité, l'aiguillage vers des organismes. Parfois, il y a un manque de connaissances dans le domaine du travail social ou de l'intervention pour ce qui est d'identifier les survivantes, et de TC et de VC et de les traiter par la suite. Donc, la recommandation ici, c'était d'intégrer donc de l'information, de la formation sur les lésions cérébrales ainsi que sur les lésions cérébrales liées à la VC dans les programmes de réadaptation, mais aussi de donner de l'information donc aux fournisseurs de services sur la symptomologie des lésions cérébrales, donc la différence entre des lésions aiguës ou persistantes liées à la VC. Et donc, c'était fascinant de voir que les travailleuses sociales, les intervenantes avaient donc une relation de longue durée, bénéfique avec leur clientèle. Et on a noté qu'il y avait une différence entre les symptômes aigus immédiats et ceux qui étaient à long terme et persistants, et comment donc traiter ces éléments différemment et pour et les regarder de plus près également. Donc, on peut résumer toutes les recommandations dont j'ai parlé ici sur cette diapo. Je pense qu'il est important d'intégrer les évaluations normalisées de la littérature, mais aussi les récits partagés par les pairs et par l'expérience des professionnels avec ces populations de survivantes dans l'ensemble. Il y a mention que l'intégration aussi des évaluations normalisées pour dépister les TC chez les survivantes de VC était importante pour aider dans la symptomologie. Par exemple, j'ai mentionné des symptômes aigus ou persistants de traumatismes cérébraux, mais à l'envers de la médaille, il faut remarquer que cela aussi peut venir avec des ramifications juridiques lorsqu'on pense aux femmes survivantes qui doivent se défendre elles-mêmes dans leur situation. Also highlighting here at Et the aussi, end, the last point, the j'ai mis en valeur le dernier point, l'importance du collectif d'experts survivantes WISEC. En gros, il faut voir les experts, plutôt les survivants et survivantes comme étant les experts de leur vécu. Moi, j'ai beaucoup été dans le monde académique, mais par l'intermédiaire de ce projet, j'ai eu l'occasion de faire les choses différemment et j'ai eu l'occasion d'entendre les experts, à savoir des gens qui ont connu ces situations. C'est donc de la recherche informée et on intègre ces récits dans les résultats et les conclusions et la diffusion de connaissances. C'est pourquoi je pense qu'il est important de permettre aux survivants et survivantes de nous informer sur la meilleure manière de les appuyer. Pour finir, j'ai deux diapositives qui décrivent certaines considérations à prendre en compte quand on parle des survivants et survivantes noirs, et ce, dans le contexte de soins de réadaptation. Je sais que Samira a évoqué l'éthique, et le racisme envers les Noirs. Il y a ce récit qu'on appelle la femme noire qui est forte, que l'on peut retrouver en dehors et à l'intérieur de la communauté. C'est un peu le genre de choses dont on ne parle pas. On l'ensevelit et on continue à aller de l'avant. En gros,
Il y a ce récit qui dit qu'une femme noire est résiliente, elle peut faire face à tout, mais pour démystifier ce récit, il faut créer un espace plus sécuritaire pour les femmes noires. In the different, so the next column where there are disparities in Et health. la prochaine colonne qui porte sur les disparités dans les soins de santé. Donc, ce récit qui dit que les femmes noires sont fortes, ça peut être alimenté par le fait que dans les soins de santé, vous n'allez pas forcément voir les signes de violence conjugale quand quelqu'un a la peau plus foncée. Et cela participe justement à ce récit. On se dit, oh, vous devez bien vous porter parce que vous n'avez pas sur vous les signes de violence physique. On ne voit pas de bleu ou de contusion. Donc, quand on ne le voit pas, quand on ne voit pas quelque chose, on ne le traite pas, on ne le diagnostique pas. Et quelque part, ça participe à l'effacement des femmes. Donc, quand on se penche sur les disparités dans les soins de santé, il faut voir comment démystifier le tout et répondre aux problèmes. Il faut également inclure les populations noires dans les recherches. Samira en a longuement parlé déjà. Mais il est également important de noter que les relations entre les populations noires et le monde de la recherche peuvent présenter des difficultés. Mais il est important de noter que ces difficultés et ces défis ne viennent pas de nulle part. Et cela m'amène à la troisième colonne qui porte sur l'éducation et le langage. Il est important de toujours prendre en considération l'histoire ainsi que les pratiques communautaires. Et ici, on parle des femmes noires et survivants et survivantes noires ayant un TC et VC. Il faut également parler des communautés. L'histoire et les pratiques communautaires doivent être prises en considération par les professionnels pour pouvoir fournir un appui. Et pour cela, il faut démanteler le langage de l'oppression. Samira en a parlé déjà. Dans ma prochaine diapo, voici deux termes qu'on m'a introduits récemment et j'adore ces termes. Des termes inventés ou du moins commencés par Nenka McQuaker et Dr. Farrakhan. On peut utiliser le langage d'une manière plus positive. Et ce pour démanteler le racisme envers les femmes noires, les femmes autochtones et autres femmes qui sont considérées comme faisant partie des minorités dans les systèmes de soins de santé. Donc, misogynie et homogynie. Et misogynoir versus homogynoir, qui est l'amour, la croyance dans la femme noire, fille noire et personne noire de diverses identités de genre. Donc, j'espère que je vous ai montré différents moyens pour aider, appuyer, réadapter les survivantes de TCVC. Il est clair qu'il y a des défis, il faut les reconnaître, ces défis, et cela va nous aider justement à mieux répondre à ces problèmes et défis. Merci de votre attention et j'ai hâte de répondre à vos questions et d'entendre la discussion qui suivra. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos présentations. Merci également aux personnes qui ont partagé leurs commentaires dans la boîte de clavardage. Je suis contente de voir qu'on a du temps pour la séance questions-réponses. Sabri et moi allons modérer la séance questions-réponses. Alors,
On va commencer par cette question qui s'adresse à vous deux. Une question portant sur la terminologie. Un participant a demandé pourquoi est-ce que vous limitez la recherche au TC par opposé aux lésions cérébrales acquises. Et le problème qu'il y a de voir en fait toutes les lésions cérébrales. Oui, c'est une bonne question et c'est une discussion qui a été tenue à maintes reprises. Il est clair que oui, se pencher seulement sur les TC, ça peut être limitant, mais on a constaté qu'il y avait la confusion dans la littérature quand on utilise ces termes. Et c'était également un problème de notre part parce qu'on a trouvé tellement de travail portant sur les traumatismes crâniens, lésions cérébrales acquises, et on voulait justement juste limiter l'étendue de la recherche. Et dans certains cas où on fait référence à un AVC acquis, c'est-à-dire que ce n'est pas de nature congénitale, eh bien, cela était inclus. Mais quand on parle de quelque chose qui est traumatique, il y a des moments où on peut se limiter à certains critères, c'est-à-dire les traumatismes acquis via force physique. Mais, comme je l'ai dit, il y a des lésions cérébrales acquises qui connaissent l'intersection avec TC et VC. Et bien sûr, on va se pencher sur ça également. Mais tout ça pour dire que oui, il faut également se pencher sur les lésions cérébrales acquises. Merci. Prochaine question pour le Dr Samira Omar. Savez-vous si les conclusions de votre revue exploratoire sont similaires pour différents groupes ethniques? C'est une très bonne question. Alors, je dirais que cette littérature portant sur les disparités raciales et ethniques et notre revue exploratoire porte sur ce genre de littérature. Donc, on s'est penché sur la littérature portant sur le cheminement clinique pour les personnes noires avec TC. Donc, et par mes échantillons, il y a également d'autres minorités qui sont représentées, ce qui fait partie des disparités ethniques et raciales. Et quand j'ai parcouru ces différents articles, je dirais la réponse à la question est oui ou non en termes de similarité. Je pense que les résultats particuliers aux personnes noires ayant un TC sont plus prononcés, plus nuancés. Les études qui mettent en lumière ces disparités parlent surtout des populations noires. Et je dirais même que les résultats sont plus sévères pour le groupe des populations noires par rapport à d'autres minorités, mais je pense que les résultats sont aussi similaires. Par exemple, ne pas avoir accès à des services de réadaptation ou connaître différents types de résultats. Donc, je dirais, pour répondre à la question, qu'il y a des similarités, mais également des nuances profondes. Et je pense qu'on en saurait plus si on connaissait les expériences des gens au lieu d'attendre les recherches qui montrent qu'il y a des disparités et qui se basent seulement sur les facteurs ethniques et raciaux. Samira, je vais vous demander d'aller un peu plus loin sur cette lancée parce que vous avez parlé et vous venez tout juste de dire qu'il est important de laisser entendre la voix des personnes. Mais maintenant, pouvez-vous nous donner des conseils pour savoir comment approcher les communautés et leur demander de parler de leurs expériences et de réadaptation antiraciste? Comment établir ce rapport avec les communautés, ces communautés de survivants experts? Très bonne question.
Alors, je peux répondre à cette question à partir de ma propre expérience. Voici ce qui a fonctionné pour moi. J'avais un intérêt pour ces intersections étant donné mon propre vécu. Cela m'a permis de poser des questions et d'apprendre à connaître les gens. Avant d'exprimer mon intérêt pour cette recherche, je devais apprendre à connaître les gens afin qu'ils puissent connaître quels étaient mes intérêts et qu'ils comprennent ce que je souhaitais faire avec ma dissertation. Et en apprenant à connaître ces personnes et communautés, organisations des TC m'ont aidé à trouver les participants pour mener mon étude en pleine pandémie. Donc, j'ai appris à connaître les participants et quand était venu le temps de mener cette étude, en gros, j'ai pu reprendre contact avec les participants, leur expliquer ce que je voulais faire et être en contact avec les gens qui ont ce vécu. Il ne faut pas oublier le côté humain. Il y a eu beaucoup de va-et-vient avant de commencer la partie formelle de l'entretien où on enregistrait les sessions dans le cadre de la recherche. Je voulais en gros approcher ces personnes euh, comme étant des personnes humaines et leur expliquer en quoi ça consiste de participer à une recherche. Et je voulais parler de la façon dont j'allais utiliser leurs expériences parce que non seulement je suis une personne qui a connu ces expériences, mais je suis également une chercheuse, donc je vais devoir prendre des décisions sur l'utilisation de ces données. Donc, il était important que ces participants me fassent confiance et qu'ils ne pensent pas que leur vécu et leurs données seraient exploitées et regurgitées d'une façon qui pourrait être néfaste. Et donc, il était important de bâtir ces relations et de garder en tête l'histoire mentionnée par la docteure Gifty, à savoir les pratiques, les recherches, etc., et être conscient des décisions qui sont prises tout au long de l'étude. Maintenant, on va avoir une question pour Dr. Gifty. So, I hope the interpreter will translate my French. So, la question pour le Dr. Gifty, c'est comment est-ce que les traumatismes du passé affectent la capacité des femmes noires à reconnaître et traiter les nouvelles formes de trauma qui sont les conséquences de leurs relations? I don't know if I need to wait for English translation or I can go ahead. Do you want me to repeat it in a... So you said, how do past traumas of Black women inform future? Like how do the traumas of the past affect Black women's ability to recognize and deal with the new forms of trauma? Alors, comment les traumatismes du passé leur permet de reconnaître leur capacité de reconnaître leur capacité de traiter de la question. Eh bien, cette question, je ne l'ai pas étudiée en particulier, les traumatismes passés des femmes noires, comment est-ce que ça va informer et affecter leur capacité de reconnaître cela et leur expérience pour en traiter par la suite? Je ne pourrais pas le savoir, vous en parler, mais je serais intéressée par la question. Je sais que j'ai parlé de la retraumatisation et de la victimisation, et peut-être cela pourrait vous aider à avoir une idée de ce qui pourrait se produire dans le cas des femmes noires particulièrement. Lorsqu'on étudie le soutien par les pairs et l'expérience personnelle, l'expérience vécue, il y a le support par les pairs est puissant car on partage son expérience et on relate son vécu. Et parfois, ce vécu peut être très émotif. Ça peut être également
rempli de déclencheurs, je dirais. C'est ce qu'on appelle ça. Aujourd'hui, il s'agit d'éléments profonds, importants, des thèmes qui proviennent du vécu que vous partagez. Et par ce fait, les gens peuvent revivre l'expérience. Donc, dans ce partage, peuvent revivre également, par exemple, même lorsqu'on parle de comment on a passé à travers le système de santé et que l'on dit à quelqu'un comment on a été traité, comment ce système, système juridique, et comment, lorsqu'on lit, par exemple, sur les relations, sur les expériences passées des femmes noires, par exemple, le cas de la syphilis, des tests de syphilis qui ont été menés aux États-Unis dans le passé. Donc, lorsque je relate ce genre d'expérience, lorsque j'en parle, cela certainement peut amener vers la retraumatisation, particulièrement si on a son propre vécu et qu'on a de l'empathie pour la situation. Alors, lorsqu'on parle du soutien par les pairs et de la réadaptation et des soins, je crois qu'à ce moment-là, ce sont des éléments où on doit naviguer de très soigneusement. Dans le soutien par les pairs, par exemple, certaines pourraient ne pas être aussi, comment je peux dire, compassionnées ou soigneuses quant à la compréhension du vécu de quelqu'un d'autre, l'écoute de ce vécu et la comparaison à la leur, ou leur vécu. Et c'est là où il peut y avoir un plus grand risque de retraumatisation. Et le passé, donc, peut influencer tout ça. Mais je pense que la docteure Omar pourrait avoir une réponse peut-être plus précise que la mienne. Merci, Gifty. Samuel, vous voulez ajouter quoi que ce soit? Samira. Oui, ça me fait penser aux entrevues qu'on a menées. Nous avions dans le protocole intégré, par exemple, si on voulait avoir des transcriptions disponibles aux participants afin qu'elles puissent nous laisser savoir si elles souhaitaient changer quoi que ce soit ou, bon, aussi leur laisser savoir sur quoi donc, le sujet dont on avait parlé. Mais rapidement, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure façon de faire, en raison de tout l'aspect de retraumatisation de la personne. Et donc, c'est une chose de dire son récit, de raconter son vécu, mais c'est une autre chose d'avoir à la relire des pages et des pages de transcription de ce qu'on a partagé avec d'autres. Ce n'était probablement pas la meilleure façon de faire les choses. On a fait un amendement donc très tôt dans le processus. Oui, voilà mon expérience en la matière. Comment le traumatisme peut émerger lorsqu'on parle de ces expériences, mais aussi le fait que c'est notre responsabilité en tant que chercheur ou fournisseur de soins intervenants. Ce sont des décisions que l'on doit prendre pour tenir compte de comment cela affecte le bien-être de la personne qui a ce vécu. Merci. Et si je peux, simplement pour ajouter quelque chose, vous avez soulevé un bon point. Récemment, il y avait eu un webinaire sur les pratiques autochtones ou l'inclusion de pratiques autochtones et l'inclusion de considérations autochtones dans la recherche. Et c'est quelque chose qu'on a mentionné en raison de cette relecture du vécu. Donc, on peut être retraumatisé et on a exploré différentes façons de partager les conclusions des chercheuses. Et une de ces façons, c'est l'art. Et je trouvais que c'était intéressant de se tourner vers autre chose plutôt que l'écriture ou le mot parlé ou la vidéo, de se tourner vers l'art pour partager de telles expériences. Ça peut être donc quelque chose qui peut être utile. Merci. Et je crois que ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poser la question à vous deux concernant ce qui pourrait être fait quant au changement aux soins de santé, au système de soins de santé, aux pratiques et politiques de santé, quant à
l'impact du racisme qu'on a mentionné, que c'est systémique, donc c'est partout. Et certains des membres de notre auditoire ont dit que même dans les soins standards entre le praticien et la patiente, bon, il y a des préoccupations évidentes et le défi, donc, de rendre les gens plus conscients de ces questions. Et donc, ma question à vous deux, si vous deviez choisir le changement le plus important à apporter, que recommanderiez-vous? Eh bien, je peux commencer. Je crois que c'est quelque chose auquel on réfléchit également, parce que c'est une chose que de mener ces recherches, ces études, mais par la suite, comment disséminer les connaissances. Et c'est exactement cela. Comment disséminer, diffuser le savoir et transmettre l'information la plus importante aux personnes qui sont des décideurs, peut-être au niveau le plus systémique, mais aussi au niveau des personnes et de ceux qui fournissent les soins aux survivantes. Comment on peut leur faire comprendre les conséquences de leur action? Parce que le racisme, c'est un spectre, toute une échelle, pas seulement de pratiques et de politiques, mais aussi de types de décisions que nous pouvons prendre en tant que fournisseurs de services de santé quant aux traitements, aux options de traitement, aux serres, et de quoi tenons-nous compte pour connaître la personne et leur faire offrir un plan de traitement qui considère des besoins très précis. Donc, obtenir cette information et la transmettre à ceux qui interviennent et qui offrent les soins, ça peut faire beaucoup. Parce que lorsque nous allons chercher nous offrons des soins de santé ou nous voulons devenir des fournisseurs de soins de santé, c'est pas parce qu'on veut faire du mal, mais on suit les procédures standards, parce que les protocoles et standards que l'on suit, les outils d'évaluation que l'on a, n'ont pas été conçus en tenant compte précisément des populations noires ou autochtones. Alors, comment avoir une conscience de cela et quant aux conséquences de cette utilisation et donc comment éviter cela? Cet aspect-là, donc, il devrait être disséminé et diffusé aux gens à plusieurs niveaux pour pouvoir agir plus immédiatement parce que nous avons évidemment du travail, créer des associations de programmes et de services, mais tout ça, ça prend du temps. Que peut-on faire maintenant pour diffuser l'information immédiatement afin qu'on puisse faire des changements immédiats qui peuvent vraiment avoir un effet sur la qualité de la vie en temps réel? Oui, ça, c'est un point absolument merveilleux et j'y fais écho à 100 Et pour ajouter à cela, si nous devons diffuser ces connaissances et ce savoir, la production de ce savoir, c'est l'envers de la médaille. Et alors que je j'étudiais donc ces articles, que dans la production de ces articles, les personnes noires ne sont pas prises en considération nécessairement ou donc reconnues du point de vue démographique ou même les thérapeutes, les professionnels qui offrent le service ne relèvent pas cela. Donc, la production de ces connaissances pour inclure la diversité donc des gens que l'on soigne et aussi la diversité de ce qu'on considère une source d'appui et d'aide. C'est une lacune. Oui, il y a des professionnels en réadaptation, mais regardons les autres pratiques qu'on considère être des soins et de l'appui. Par exemple, ça pourrait être la pleine conscience ou avoir un leader communautaire ou un guide spirituel, par exemple, qui pourrait donc, en tenant en considération toutes les avenues précises propres aux personnes noires et aux gens minoritaires, ce serait important pour aider les connaissances, le savoir qui est diffusé et afin d'être bien informés et donc que ce soit un ensemble cohérent. Merci. Merci. Merci à toutes et je souhaite remercier Samira
et Gifty et Sabri. Sabri, merci. Il est le coordonnateur de mise en œuvre et la liaison francophone pour le centre de connaissances. Merci donc de ces questions et je voulais remercier nos présentatrices, la Dr Omar, la Dr Azare. Merci également aux interprètes ASL, Joanne et Christopher, et aux interprètes francophones Caroline et Audrey. Et n'oubliez pas de compléter le formulaire d'évaluation pour recevoir un certificat. Donc, un lien s'ouvrira automatiquement dans votre navigateur après la conférence. Merci à tous et j'espère vous voir au prochain webinaire. Merci tout le monde.